C'est long parfois. Voilà. Donc, un poème de François Schenck. En une nuit, à l'insu... on entend ou pas? Oui. En une nuit, à l'insu des vivants et des morts, s'ouvre la terre au désir. Une, deux, 3, 1000, 10 000. Implosion, fleurs. Explosion, fleurs. Myriades de fleurs au rendez-vous du visible. Miroir au miroir tendu. Présence aux présences révélées. Qui était givre se découvre crocus. Qui était neige se découvre prunus. C'est toi cette couleur et ce parfum, c'est toi? Ah, mon col trop ouvert, à ses manches froissées. Soudain, le silence se fait. Au coup de gong fatidique, la terre scintillant de mille feux s'offre au ciel étoilé. Du fond de la nuit nuptiale surgit la voix, gonflant le sein, ravivant le sang, proclamant le nom printemps. Nicolo, un texte de Jean d'Ormesson, La perle ou une petite perle. Alors, myope comme une taupe, rusé comme un renard, serré comme des sardines. Les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine. Ils sont partout. La preuve. Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un singe, ou simplement chaud lapin. Vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenus chèvres pour une caille aux yeux de biche. Vous arrivez à votre premier rendez-vous, fier comme un paon et frais comme un gardon. Et là, pas un chat. Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin. Il y a anguille sous roche, et pourtant, le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rencard, la tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié. Cette poule a du chien, une vraie panthère. C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite comme un chien. Vous êtes prêt à gueuler comme un putois, quand finalement, la fine mouche arrive. Bon, vous vous dites, 10 minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion, est en fait aussi plate qu'une limande, myope comme une taupe. Elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi. Et vous, vous êtes fait comme un rat. Vous roulez des yeux de merlan frit. Vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard. L'envie vous prend de pleurer comme un veau ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon. Vous finissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventez une fièvre de cheval
qui vous permet de filer comme un lièvre. Ah, ce n'est pas que vous êtes une poule mouillée, mais vous ne voulez pas être le dindon de la farce. Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal léchés, il ne faut pas vous prendre pour un pigeon, car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie. Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence? Après tout, revenons à nos moutons. Vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir comme un loir, et surtout, vous avez d'autres chats à fouetter. Bienvenue. Alors, Christian a préparé quatre petits textes. Alors, tu vas en lire deux, là. Hein? D'accord. On va pas être obligé à revenir. Celui-là. Je vais vous lire un petit texte que j'ai composé qui s'appelle « Les mots ». Vous m'entendez? Oui. Je voudrais vous dire quelques mots. Des mots simples, banals ou banaux, comme vous le voudrez. Il y a tant de mots, des gentils, des méchants, des mots grotesques, abracadabrantesques. Moi, je préfère les mots de tous les jours, les mots de troubadour, pour rire, pour sourire, les mots de tendresse qui vous soutiennent, vous redressent, les « je t'aime à la folie », moi aussi. C'est tellement beau un mot d'amour, tellement beau pour toujours, mon amour. Mais je ne suis pas Cyrano. Ce sera mon dernier mot. Si, mais il faut que tu sois un peu plus près. Voilà. Ce sont des textes que Christian écrit. Hein. Ça vient, ça vient. Ode à l'ignorance. Philosophie quantique. C'est bien cela, le hic. Einstein et ses XY au carré m'ont toujours désespéré. Jamais rien compris aux pensées de Pascal, car ma tête est bancale. Do, ré, mi, fa, sol. J'en ai ras le bol. Calculez, pensez si vous le voulez, mais laissez-moi croire en mes rêves, mes espoirs. Laissez-moi contempler et adorer le soleil du matin qui emporte mes chagrins. Les étoiles du soir, dansant des farandoles dans les galaxies comme des folles. Ignare, je suis. Oubliez-moi, je vous prie. Dans la tombe, nous serons tous égaux, ceux qui ne savaient rien, comme ceux qui en savaient trop. Merci Christian. Et qui a eu un prix littéraire, un prix de poésie récemment et qui viendra aussi lire un texte de lui, un poème, ainsi que Daniel. Donc nous allons avoir 3 extraits de ce bel ouvrage. Corinne, c'est à toi. Alors tu te rapproches du micro. Je vais... Comme ça? Oui. C'est bon? La mer fut évidente. J'appartenais aux terres sèches et salées des montagnes, j'en avais été les vents.
Je savais la sympathie des chèvres, l'ombre noire du figuier et le lait blanc des figues. Je savais les cyprès, les cierges qu'ils font autour des tombes, le dédeu bleu du ciel jeté par-dessus, et toute l'indispensable pacotille des processions, des crucifix, consolament. Les femmes en noir, prêtes à faire de la solitude leur plus belle monture, la vieille fatalité contre laquelle il allait bien falloir se battre. Je savais la racine résignée des héritages, les cailloux légués et l'ordre de les aimer, la peur des femmes et de leurs amulettes, et aussi la longue patience avant que l'herbe pousse, que le serpent mue, que l'enfant nous porte. Le temps qui ne se compte plus si la beauté traverse un ciel tout couchant, traverse la rue une cruche dans l'arrondi du bras, traverse une parole. J'avais appris que la vie se mérite, et je ne sais toujours pas si c'est vrai. Alors, quand vint la mer, la simple certitude d'être enfin arrivé, que plus rien jamais ne nous fera douter quand la vague nous irrigue, son battement dans nos veines, quand pour la première fois j'ai compris l'horizon et que rien n'arrêtait l'espoir, quand j'ai pu refermer mon poing de terre sur du sable, donner à boire à mes montagnes, à mes aïeux des destins de marins, la certitude d'un port à mes égarements et à mes naufrages la couleur des départs, alors la mer fut évidente. L'absent de Gilbert Bécaud. Le texte a été écrit par Louis Amade. Donc un petit mot sur Louis Amade. Il est né à Ille-sur-Tête, donc dans les Pyrénées-Orientales en 1915. Il a mené une double carrière, occupé des postes importants comme celui de sous-préfet, et il a fini conseiller technique à la préfecture de police de Paris, où il est mort en 1992. En même temps, il a été parolier, il a écrit plus de 200 chansons. Auteur de poèmes, romans, il a obtenu plusieurs prix de l'Académie française et il a été décoré de la Légion d'honneur. Pendant 25 ans, il a collaboré avec Gilbert Bécaud, qu'il a connu grâce à son amie Édith Piaf. On lui doit « Quand il est mort le poète » et « L'importance et la rose », entre autres. Il a écrit pour de nombreux artistes, Mireille Mathieu, Sacha Distel, Serge Reggiani et beaucoup d'autres. Voilà, donc je tenais à vous dire qui était Louis Amade. L'absent. Quelle est lourde à porter l'absence de l'ami. L'ami qui tous les soirs venait à cette table et qui ne viendra plus. La mort est misérable, qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. Il avait dit un jour, lorsque je m'en irai, vers les lointains pays au-delà de la terre, vous ne pleurerez pas, vous lèverez vos verres et vous boirez pour moi à mon éternité. Dans le creux de mes nuits, bien sûr, je voudrais bien boire à son souvenir pour lui rester fidèle, mais j'ai trop de chagrin, et sa voix qui m'appelle se plante comme un clou dans le creux de ma main. Alors je reste là, au bord de mon passé, silencieuse et vaincue, pendant que sa voix passe, et j'écoute la vie s'installer à sa place qui pourtant demeure abandonnée. La vie de chaque jour, aux minuscules joies, veut remplir à tout prix le vide de l'absence, mais elle ne pourra pas, avec ses manigances, me prendre mon ami pour la seconde fois. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami. Philippe, c'est à toi. Parce qu'il est là. Et tu vas nous parler un peu de ce recueil
Quelques mots, s'il te plaît. De jours. Et le texte que je vais vous dire là s'appelle laisse. Laisse, c'est les laisses de mer, c'est ce que la mer abandonne sur les plages. C'est aussi les strophes dans les chansons de geste, les laisses de la chanson de Roland. Et c'est enfin, en termes de chasse, les déjections qu'abandonnent les gros gibiers, mais c'est une autre histoire. Il s'agit ici du premier sens. Là où nous avançons, dans cette zone du rivage entre la plus haute et la plus basse vague, que l'on appelle, je crois, l'estran, où échouent de vieux bouchons de liège. Un morceau de bouée orange et blanche, où se lisent encore, peintes au pochoir, les lettres « itude ». Peut-on naviguer sur la solitude ou l'habitude, me demandes-tu? Parfois, presque rien. Une bave d'algues. Des bouteilles en plastique qu'un idiot éventre à la recherche du message qui le sauvera et rejette sur le sable. Sûrement, j'ai été cet idiot. Des eaux de sèche aveuglants, tesserres d'un drame qui s'est joué loin de nous, là où la lumière n'est pas plus forte que le répoudré qui entre parfois dans la salle d'un théâtre en faillite. Rien, presque. La trace de nos pas par endroits effacés, déjà, comme si nous ne pesions plus sur la plage que par moments, par erreur. Des peignes. Pourquoi trouve-t-on toujours de vieux peignes édentés et des pantoufles dépareillées? Presque rien, l'obstination que nous mettons à aller jusqu'au bout. Les tiges d'un bouquet qu'une veuve a jeté hier au crépuscule, c'était le jour des morts, avec dans son geste tellement de soumission et tellement de colère. Presque rien, un cachalot mort de chagrin, des petits bouts de verre colorés, translucides, qui se souviennent à peine du bocal, de la canette qu'ils furent, précieux et dérisoires, comme ces bijoux de pacotille qu'on gagnait à la fête foraine pour 20 centimes dans les machines à sous. L'agonie des poissons qui ne comprennent pas pourquoi soudain tant d'oxygène. Notre liberté, c'est leur mort, je sais, que tu penses à l'Afrique et ailleurs. Partout, nous allons vendre notre air irrespirable. Une carapace de tortue inhabitée, tu dis, elle te ressemble. Une canne plantée dont le fil d'araignée laisse au loin s'enfuir le bouchon. Le pêcheur l'a abandonné pour aller jeter sa nostalgie et ses espoirs dans l'échancrure de la serveuse du bistrot dont il ne remonte jamais rien. Rien, presque. La phrase incessante que murmure la mer et que nous finirons bien par comprendre, peut-être. Fabienne. Fabienne va nous lire un texte de Juan Luis Luis. Junil. Alors, le contexte, ça se passe à l'aube du 1er siècle de l'Empire romain. Junil, c'est une jeune femme. Elle fabrique des rouleaux de papyrus aux côtés d'esclaves, dont 2 lui apprennent à lire. À un moment donné de l'histoire, elle est contrainte de fuir et elle part avec 3 de ses amis esclaves dans un voyage périlleux, au cœur des terres barbares. Le long du chemin, beaucoup de personnes, de nombreuses personnes, la plupart esclaves, comme elle, fugitifs aussi, qui ne parlent pas forcément la même langue, se joignent à eux. Et à un moment donné, oui, donc il n'y a que des adultes et au milieu se trouve une petite fille. Et la partie que je vais vous lire
se passe dans un abri que nos voyageurs ont trouvé pour passer un hiver rigoureux. Donc, au milieu se trouve une petite fille. Elle n'a encore rien dit dans cette histoire. La fille de l'homme qui est mort d'une blessure au ventre. La petite fille qui chassait les libellules. Jusque-là, il lui suffisait de se fondre parmi les personnages muets, vaguement transparents de ce récit. Ceux qui marchent, grossissent les rangs, mais dont on ne connaît ni les mots ni les pensées. Ceux qui n'ont pas de nom et pourraient facilement disparaître. Mais l'immobilité et la réclusion ont entamé la cohésion de la troupe, et cette petite fille doit commencer à agir pour le bien de tous. Car sans elle, les autres auraient-ils vu naître en eux le désir d'apprendre l'art de lire et peut-être celui d'écrire? Maleb avait-elle murmuré à Arbre qui lui demandait son nom, quand les libellules avaient déjà disparu? Après la mort du père, Maleb, cette tige sèche de 9 ans, avait grimpé à dos de mulet, tandis que sa mère marchait près d'elle. Plus fragile et inutile que les autres, c'est elle qui ressent le plus la punition d'être enfermée, celle qui souffre le plus de ne pas pouvoir sortir quand le vent souffle trop, quand on ne sait plus discerner l'air, la neige et le monde. Elle a dans sa poche 3 cailloux fins et plats, et un 4e d'une rondeur presque parfaite. Ce sont des jouets qu'elle garde du temps où elle vivait dans un village et où son père était vivant et robuste comme un père. Avec ces 4 cailloux et quelques brins d'herbe, de la salive ou du bois brûlé, elle crée des cyclopes, des harpies et des animaux sans queue ni tête qui s'agitent sous sa main et lui racontent des prouesses et des voyages vers des terres de lait et de prunes. Les autres jouent parfois avec elle, et elle voudrait qu'ils aient eux aussi une poignée de cailloux plats et presque ronds, et qu'ils partagent son envie de faire naître des gens, des bêtes et des cabrioles. Quand la neige aura fondu, on ira chercher des cailloux ensemble, lui disent-ils. Oui, oui, répond-elle souvent, mais ceux-ci seront toujours à moi. Je les garderai pour toujours. Ce sont les pierres de Maleb, et Maleb, c'est moi, ajoute-t-elle à voix basse et d'un air grave qui semble la faire grandir furtivement. Junil, qui l'a entendue, pense qu'elle a raison. Ce sont les pierres de Maleb, et Maleb, c'est elle. Alors, elle voit qu'elle peut lui faire un cadeau, et elle sourit. Elle s'agenouille devant la petite fille et lui dit que si elle veut, elle peut mettre son nom sur les pierres. Comme ça, elles porteront sa marque pour toujours. Ma marque. Oh oui, s'il te plaît, fais-le, dit Maleb, quand elle comprend les explications de Junil. Alors, avec la pointe de son couteau, Junil grave Maleb sur la face la plus plate de la pierre la moins dure, qui est aussi la plus grosse, celle qui tient à peine dans la paume de Maleb. Elle le fait lentement pour tracer des lettres élégantes, mais aussi parce que piégés comme ils le sont par l'hiver, la lenteur est devenue pour eux une habitude. D'un air dubitatif, Maleb repasse les 5 lettres avec l'index. C'est moi? Oui, c'est toi, et personne d'autre. Maleb. Quand Trident reviendra, montre-lui la pierre sans rien dire, et tu verras. Il saura tout de suite que c'est ton nom. Mais il le saura parce que c'est moi qui lui montre, non? Ah oui, tu as raison. Ben, si tu veux, je le ferai moi, sans rien lui dire. Et tu verras, il ne dira pas Junil, mais Maleb. Maleb remue la tête et se tait. C'est le jour le plus passionnant de tout l'hiver. Et elle a ri, Maleb, quand Trident a regardé la pierre que lui tendait Junil et s'est exclamé à mi-voix « Maleb ». Et ça lui a fait tellement plaisir qu'il l'a soulevée en haletant et grimaçant, et puis il a fait virevolter de ses bras tremblants dans cette pièce exiguë. Et les pieds de Maleb ont frôlé épaules et tête. Maleb, Maleb. Alors, tous ont voulu voir la pierre et le nom. Tous ont passé le doigt sur les lettres, aussi bien ceux qui savent lire
que ceux qui n'ont pas encore compris à quoi peut servir un alphabet. Malène n'a pas quitté sa pierre des yeux, tandis qu'elle circulait de main en main, comme si elle craignait de la voir se fendre ou s'abîmer. Et quand la pierre lui est revenue, elle est partie en courant la montrer aux autres, ceux de la grande maison et ceux de la cabane. De cette façon, tout le monde a touché sa pierre. Elle pressent que si elle avait quelques années de plus, elle pourrait être, vis-à-vis de la troupe, ce que la pierre marquée est vis-à-vis des pierres nues. Et comme elle a enfin pu trancher l'éternelle question de savoir laquelle de ces 4 pierres commande, elle ne veut pas que Junil inscrive son nom sur les autres. La semaine dernière, à Port-Ventre, il y a eu une conférence très intéressante sur Gaudi, en expliquant un peu toutes ses sources d'inspiration et les gens qui l'avaient influencé, comme Viollet-le-Duc, par exemple. Et au mois de juin, on va fêter le centenaire de sa mort. Et ça va être une année où on va pas mal le mettre en l'honneur et parler de ses œuvres. Et je voulais parler des contemporains, et en particulier de Niki de Saint-Phal, qui s'est pas mal inspiré aussi de Gaudi. Elle est l'arête, la ligne droite, la symétrie. À l'inverse, l'ondulation, la courbe, le rond ont le pouvoir de déliter la moindre de ces tensions, délayer les amertumes, délier les pliures. Un langage architectural qui parlerait la langue des berceuses. Aussi vit-elle sa visite au parc Güell à Barcelone comme une véritable épiphanie. Tout ici la transporte, des vagues pierrées à leur miroitement singulier. Dès le soir, elle se renseigne. Trencadís est le mot catalan qu'elle retient. Une mosaïque d'éclats de céramique et de verre, lui explique-t-on. Si je comprends bien, le Trencadís est un chemin bref de la dislocation vers la reconstruction. Concasser l'unique pour épanouir le composite, broyer le figé pour enfanter le mouvement, briser le quotidien pour inventer le féerique. C'est cela. Elle rit. Ça devrait être presque un art de vivre, non? Jules Verne. Jules Verne. C'est extrait d'une nouvelle, Un hivernage dans les glaces. Le curé de la vieille église de Dunkerque se réveilla à 5 heures le 12 mai 1815 pour dire, suivant son habitude, la première messe basse à laquelle assistaient quelques pieux pêcheurs. Vêtu de ses habits sacerdotaux, il allait se rendre à l'autel quand un homme entra dans la sacristie, joyeux et effaré à la fois. C'était un marin d'une 60aine d'années, mais encore vigoureux et solide. « Monsieur le curé, s'écria-t-il, halte là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous prend donc si matin Jean Cornebut? Ce qui me prend, une fameuse envie de vous sauter au cou tout de même. Eh bien, après la messe à laquelle vous allez assister. La messe? Répondit en riant le vieux marin. Vous croyez que vous allez dire votre messe maintenant et que je vous laisserai faire? Et pourquoi ne dirais-je pas ma messe? Vous m'avez promis de bénir de vos propres mains le mariage de mon fils Louis et de ma nièce Marie, dès le retour du brick. Ah, il est donc arrivé? Il ne s'en faut guère, reprit Cornbutte en se frottant les mains. La vigie nous a signalé
au lever du soleil notre brique, la jeune hardie. « Ah, je vous en félicite du fond du cœur, mon vieux cornbutte, dit le curé, en se dépouillant de la chasuble et de l'étole. Je connais vos conventions. Le vicaire va me remplacer et je me tiendrai à disposition pour le retour de votre cher fils. » En rentrant au logis, Jean Cornbutte trouva toute la maison sur pied. Marie, le front radieux, revêtait ses habillements de mariée. « Oh, pourvu que le brick n'arrive pas avant nous, disait-elle. « Hâte-toi, petite, répondit Jean Cornbutte, car les vents viennent du nord, et la jeune hardie file bien quand elle file grand largue. » Nos amis sont-ils prévenus, mon oncle? Certes. Et le notaire et le curé? Tout de même. Et nous irons l'attendre sur les staccades. Je te crois bien. Nous défilerons tous, deux par deux, violons en tête. Ce fut un spectacle curieux de voir cette joyeuse troupe prendre le chemin de la mer au lever du soleil. Le brick de Jean Cornbutte était devenu de plus en plus visible. Le vent fraîchissait et la jeune hardie courait grand largue sous ses huniers, sa misaine et sa brigantine. La joie devait évidemment régner à bord, comme à terre, après 3 mois d'un périlleux voyage vers la côte norvégienne. Jean Cornbutte, une longue vue à la main, répondait gaillardement aux questions de ses amis. « Oh, voilà bien mon beau brick, s'écria-t-il, propre et rangé, comme s'il appareillait de Dunkerque, pas une avarie, pas un cordage de moins. »« Voyez-vous votre fils, le capitaine ?» lui demandait-on. « Non, pas encore, c'est qu'il est à son affaire. »« Mais pourquoi ne hisse-t-il pas son pavillon ?» demanda Clerbeau. « Je ne sais guère, mon vieil ami, mais il a une raison sans doute. »« Votre longue vue, mon oncle, dit Marie en lui arrachant l'instrument des mains, je veux être la première à l'apercevoir. » La jeune hardie était maintenant entièrement visible. Déjà, l'équipage faisait ses préparatifs de mouillage. Les voiles hautes avaient été carguées. On pouvait reconnaître les matelots qui s'élançaient dans les agrès. Mais ni Marie, ni Jean Cornbutte n'avaient pu encore saluer de la main le capitaine du brick. « Ma foi, voici le second, André Vasling !» s'écria Clerbeau. « Voici Vidalmisson, le charpentier !» répondit un des assistants. La jeune hardie ne se trouvait plus qu'à 3 encablures du port lorsqu'un pavillon noir monta à la corde de brigantine. Il y avait deuil à bord. Un sentiment de terreur courut dans tous les esprits et dans le cœur de la jeune fiancée. Le brick arrivait tristement au port et un silence glacial régnait sur le pont. Marie, Jean Cornbutte et tous ses amis se précipitèrent vers le quai qu'ils allaient accoster et en un instant, ils se trouvèrent à bord. « Mon fils ?» dit Jean Cornbutte qui ne put articuler que ces mots. Les marins du brick, la tête découverte, lui montrèrent le pavillon du deuil. Marie poussa un cri de détresse et tomba dans les bras du vieux Cornbutte. Le second, André Vasling, avait ramené la jeune hardie, mais Louis Cornbutte, le fiancé de Marie, n'était plus à son bord. Encore un texte de Philippe. Rien que de poésie. Ma poésie ne parle pas de poésie. Elle parle du torrent sous la grotte, du pin Douglas qui cherche sa place dans nos montagnes, du renard et de la poule et du fermier, de l'équilibre qui jamais ne se fera entre le gros, la gorge et le gardien,
entre la faim et le travail. Elle parle des chemins qui se croisent parfois et du mal à les tenir tressés, du busard et du lapin, de la force et la ruse que nous avons apprises pour échapper aux griffes, aux cerfs, aux grilles. Elle parle de toi et de moi, de cet acharnement à traverser les âges. Elle parle des roches, des planètes et de nous. Elle parle d'une étoile sur un béret et de nous. Elle parle du sac et du ressac, cette mer qui bat pour l'éternité dans nos veines, les algues qui s'y caressent, la bulle d'un baiser de poisson. Tout ce que nous avons à dire. Et des drapeaux aussi dans la brume de gaz lacrymogène, des cris absurdes contre l'absurde vitre du temps. Des hommes lassés d'être nourris de rêves, déçus peut-être de n'en avoir pas plus. Elle parle des caravelles, prêtes à lever l'ancre, des futurs que nous nous obstinons à inventer, des lunes et des mars où nous nous sauverons, et plus certainement de cette pauvre terre qui mourra avant nous. Je veux dire, avant eux, toi et moi, mon amour, nous lui survivrons dans un sourire d'étoile sur un béret cosmique. Ma poésie ne parle de rien que de poésie. Mon regard souvent se perd dans ce vaste paysage fait de brumes et de nuages aux beaux reflets d'outre-mer. Il m'évoque le ressac, les embruns, l'écume blanche, les bleuets ou les pervenches, l'azur profond des grands lacs. Ainsi le ciel m'engloutit et dérive ma conscience vers le monde du silence où les rêves sont permis. Liliane, tu veux bien? Oui. Alors, où est-ce qu'ils naissent, les gens de Bilbao? Voilà. J'aimerais bien partager avec vous le portrait d'une femme qui est le début du livre de Maria Larrea, qui s'appelle « Les gens de Bilbao naissent où ils veulent ». En fait, Maria Larrea, c'est une scénariste, réalisatrice et autrice, et elle a appris à 27 ans qu'en fait, ses parents n'étaient pas ses parents. Et en fait, elle est née à Bilbao, à l'époque du franquisme, et en fait, les enfants étaient adoptés, mais faussement adoptés, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des vrais papiers, les parents, mais en fait, les enfants étaient adoptés. Et elle a compris donc à 27 ans qu'elle avait été adoptée, et elle a essayé de reconstruire son histoire, un peu, d'aller voir un peu comment ça se faisait, quoi, enfin, comment ça se passait. Et c'est une fiction, mais ça part quand même de son histoire. Et le début du bouquin, elle fait le portrait de sa grand-mère. Et bon, j'ai trouvé que le début du bouquin était très... Vous allez voir, voilà, j'avais envie de le lire. Le poulpe crachait encore une bave mousseuse sur les rochers quand Dolores s'en saisit. Elle n'en avait pas peur. Elle le tenait fermement à la jointure de sa tête et de ses tentacules. Il devait bien mesurer 1 mètre de toute sa longueur. Doucement, le céphalopode enroulait l'un de ses 8 appendices visqueux sur le bras de Dolores. Pas un soupçon d'effroi ou de dégoût devant l'embrassade de l'animal. Elle marchait de la plage rocailleuse jusqu'au bunker de béton qui lui sert de maison. Dolores était bras nus, malgré le froid de janvier, ce froid hivernal, humide et assassin des côtes galiciennes. Elle portait une légère robe à fleurs d'été, parce qu'en vérité, plus aucun vêtement ne lui allait. Son ventre de femme enceinte était prêt à exploser. Une bourrasque se leva d'un coup et se mit à fouetter ses joues presque brûlées. Elle marchait les yeux mi-clos pour empêcher les grains de sable de se coller sous ses paupières lorsqu'elle passa le porche de la maison. Un rectangle de béton brut
sans aucun ornement, aucune couleur, pas la moindre velléité de beauté. La maison était seule, battue par le vent, sur ce petit vallon près de l'océan et à 1 kilomètre du village de Gatera. Comment l'homme peut-il avoir si peu d'ambition architecturale? Au rez-de-chaussée, il y avait une grande pièce à tout faire, un dortoir à l'étage. La bâtisse avait pour seule coquetterie une cour intérieure où séchait le linge et se trouvait l'hôtel des dignes maîtresses de maison de la région, un lavoir en pierre dans lequel Dolores battait le linge, le poulpe et son fils. Alors qu'elle se mit à asséner de gros coups de bâton sur la tête de la pieuvre, sa première contraction arriva. Elle reconnaissait ce qui se préparait à l'intérieur d'elle. C'était moins douloureux que lorsque Santiago la frappait, moins violent que lorsqu'il la pénétrait de force. Elle pria le Seigneur, la Sainte Vierge, Fatima et toute une suite de femmes martyrs dans sa tête. Faites qu'il ne soit pas débile comme le premier, qu'il puisse partir en mer pêcher la morue, qu'il puisse me bâtir une belle maison de ses mains, qu'il me défende lorsque son père osera lever le poing sur moi. Le poulpe agonisait. Dolores continuait son œuvre. Elle le tabassait violemment. Les contractions s'accéléraient. On pouvait le deviner à la forme triangulaire que prenait le ventre de Dolores et à ses lèvres soudain pincées à un drôle de rictus. Dolores ne voulait pas hurler. Au lieu de ça, elle introduisit ses doigts dans l'animal à la recherche du trésor noir. Les yeux au ciel, seulement guidée par le toucher, elle sourit. Elle avait trouvé le magot. Avec l'index et le pouce, elle ressortit délicatement la glande nacrée et transparente contenant le délicieux jus sombre. Elle restait concentrée pour ne pas la percer. Mais une nouvelle contraction la fit chanceler. La tension électrique dans son corps lui tordit les mains. La poche éclata et répandit l'encre noire sur ses doigts et ses jambes blanches. Elle hurla « Jésus !» Elle n'invoquait pas le Fils de Dieu, non, mais le sien de fils. Jésus, 5 ans, sourire d'idiot et gueule d'ange. Il ramena sa fraise devant elle. Son visage était sale, mais arborait l'expression heureuse de l'enfant enfin appelé par sa mère. Elle l'envoya chercher la voisine. Jésus se mit à courir. Pour les attendre, Dolores s'installa à l'intérieur, mit de l'eau à chauffer, défigurée par la douleur, mais sans émettre le moindre bruit, sans un gémissement. Elle se réservait pour plus tard. Elle s'allongea. Jésus fit son entrée avec la vieille Clara. En silence, la voisine se mit à genoux, au pied de la Mater Dolorosa, qui écartait les jambes. « Il est déjà là !» Jésus se glissa derrière le dos voûté de la coucheuse pour regarder. Sous les mains ridées de Clara, on pouvait voir la tête couronnée de cheveux et de poils pubiens du nouveau-né. « Pousse !» Dolores expulsa d'un coup ce qui l'avait tant embarrassé ces derniers mois. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Clara tenait le nourrisson dans ses mains. Elle inspecta son entrejambe et comprit en un instant le destin funeste qui attendait l'enfant. Elle regarda Dolores et répondit « C'est une fille ». Dolores refusa cet affront. Elle avait demandé un fils, un vrai, un fort. Pas ça, pas une fille. Elle n'en voulait pas. Emmenez-la chez les bonnes sœurs. Il n'y a qu'elle pour vouloir des filles. De la poche de son tablier, Clara sortit un petit couteau d'office à la lame noircie et trancha le cordon. Dolores se releva sans un mot, essuya le sang sur son entrejambe comme si elle venait d'uriner, puis marcha avec difficulté vers l'extérieur. Elle se rendit au lavoir et là seulement se mit à vomir ses entrailles, juste à côté du poulpe mort. Jésus n'avait pas émis un son. Des larmes coulaient sur son visage et faisaient fondre la crasse sur ses joues rebondies. C'est ainsi que Clara, la voisine, prit dans ses bras la petite fille déjà bien misérable d'être née sans nom et l'emmena d'un pas rapide au couvent de Santa Catalina, réputé dans toute la région pour sa recette de flan céleste. Devant la porte, elle toqua. Le bébé emmailloté dans un drap blanc, comme un énorme saucisson. « Ma voisine n'en veut pas. Elle n'a pas d'argent. Son mari est en mer. Son seul fils est Tonto. » Elle tendit la fille. La bonne sœur la recueillit et décida de lui offrir un sort autrement plus charmant. En ce lendemain d'épiphanie, elle prénomma le poupon Victoria, une première victoire sur l'enfer. Victoria, c'est ma mère.
comme les Michel. Un mot mystérieux. Je vais vous lire un court passage de l'écrivain Colette, tiré de la Maison de Claudine. L'auteur a 8 ans lorsqu'elle entend pour la première fois ce mot mystérieux. Je me suis retrouvé dans ce texte, car malgré que j'ai 10 fois son âge, il m'arrive, comme elle, d'employer des mots qui me sont inconnus à mauvais escient, de vivre beaucoup dans mon imaginaire, et comme elle, de respirer par la bouche. Le mot presbytère venait de tomber cette année-là dans mon oreille sensible et d'y faire des ravages. Loin de moi l'idée de demander à l'un de mes parents « Qu'est-ce que c'est qu'un presbytère ?» J'avais recueilli en moi le mot mystérieux, enrichi d'un secret et d'un doute. Je dormais avec le mot et je l'emportais sur mon mur. Presbytère. Du haut de mon mur, le mot sonnait en anathème. « Allez, vous êtes tous des presbytères !» criai-je à des bannis invisibles. Le mot plus tard perdit son venin et je m'avisai que presbytère pouvait bien être le nom scientifique du petit escargot rayé jaune et noir. « Maman, regarde le joli petit presbytère que j'ai trouvé. »« Le joli petit quoi ?»« Le joli petit Je me tue. Trop tard. Il me fallait apprendre. Je me demande si cet enfant a tout son bon sens. Ce que je tenais tant à ignorer et appeler les choses par leur nom. Un presbytère, voyons, c'est la maison du curé. La maison du curé? Alors monsieur le curé Millot habite dans un presbytère? Naturellement! Ferme ta bouche, respire par le nez. Naturellement, voyons. J'essayais encore de réagir. Je luttais contre l'effraction. Je serrais contre moi les lambeaux de mon extravagance. Je voulus obliger M. Millot à habiter, le temps qu'il lui plairait, dans la coquille vide du petit escargot nommé presbytère. Veux-tu prendre l'habitude de fermer ta bouche quand tu ne parles pas? À quoi penses-tu? À rien, maman. Et puis je cédai. Je fus lâche et composais avec ma déception. Rejetant les débris du petit escargot écrasé, je ramassais le beau mot. Je remontais jusqu'à mon étroite terrasse ombragée de vieux lilas, décorée de cailloux polis et de verroteries, comme le nid d'une pivoleuse. Je la baptisai presbytère et je me fis curer sur le mur. Je pense que j'ai oublié personne. Tous ceux qui voulaient lire sont passés, n'est-ce pas? Parce que des fois... Je vous propose de laisser le mot de la fin à Daniel Pénac. Ceci est une lettre destinée à la jeune lectrice qui, avant-hier, dans le métro, lisait Madame Hayat, roman de l'écrivain turc Ahmet Altan, et pour qui rien d'autre n'existait que cette lecture. Jeune fille, toute ta vie tu entendras des gens te dire que la lecture des romans ne sert à rien, que la littérature n'a jamais sauvé le monde. À quoi ressemblerait d'ailleurs un monde sauvé par la littérature? Serait-ce un monde sans guerre depuis l'Iliade? Sans fake news depuis Othello? Sans homophobie depuis À la recherche du temps perdu? Sans peur de l'autre depuis La métamorphose de Kafka? Sans dictature consentie depuis La ferme des animaux? Sans menteur depuis Pinocchio? Non.
La littérature ne fait pas ce genre de miracle. Alors, à quoi sert-elle? À rien, si ce n'est à nous aider à nous supporter nous-mêmes et à combattre les pires calamités. C'est Alexandre Solzhenitsyn, luttant contre le cancer et le goulag par la lecture et l'écriture. C'est l'otage Jean-Paul Kaufmann, sauvant son esprit et sa raison en relisant indéfiniment le 2e tome de Guerre et Paix pendant son interminable détention. C'est la mère de Justine Augier, se plaçant à la fin de sa vie sous la protection du colosse de Maroussi. C'est Karine Thuil, convoquant la poésie dans la douleur de l'amour, ou Sylvain Tesson, réparant son squelette émietté en relisant Apollinaire, Peggy, Bernanos, Malaparte. Et c'est toi, jeune fille, qui va rater ta station de métro parce que Madame Hayat est un roman extraordinaire, écrit d'ailleurs en prison, que tu n'oublieras jamais. Les lecteurs que je viens de citer sont des hommes et des femmes peuplés. La foule des personnages et des auteurs qui les habitent depuis qu'ils aiment lire n'est pas seulement une compagnie, c'est une force qui leur permet d'affronter les pires vacheries de la vie. Et cela s'appelle la littérature. Merci à vous tous. Je crois qu'on a entendu de très beaux textes, dont certains étaient d'auteurs ici présents, ce qui est magnifique. Voilà, vive la littérature, vive ces moments de partage. Merci de venir malgré le mauvais temps parfois. C'est super de se retrouver là régulièrement pour nous écouter. La prochaine fois, ce sera le 24 avril. On ne vous dit pas le thème, mais ce sera de belles lectures et de la musique. 24 avril, je crois que ce sera Novelty, mais vous recevrez évidemment toutes les informations. C'est assez pénible, ces petites lumières, je ne vous vois pas. Voilà, c'est mieux. Merci à vous.